49 55 55, c'est le numéro vert mis à la disposition des écolières pour dénoncer toute forme de violence. Une journée de sensibilisation sur les différentes lignes vertes et cliniques juridiques a eu lieu à ce sujet. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, invité à prendre part à visioconférence au sommet sur le changement climatique et préservation de l'environnement qui se tiendra du 22 au 23 avril prochain. L'invitation lui a été remise ce samedi par l'ambassadeur américain en RDC, Mike Hammer. Une autre audience du président de la République se celle accordée à la délégation angolaise, porteuse du message du président Lorenzo. Vous suivrez ces différentes activités dans nos prochaines éditions en images. Les travaux de la première réunion du comité exécutif de la SADC appartiennent désormais au passé. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, en sa qualité du président en exercice de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, a procédé à la clôture de ce travaux. Sylvie Moembo nous en dit long à travers cet élément de reportage. Ces assises premiers du genre en République démocratique du Congo ont permis aux participants du comité exécutif du Forum parlementaire de la communauté économique de l'Afrique centrale et australe des pays membres de cogiter sur la situation socio-économique dans la sous-région de la SADC. Dans ce moment des circonstances, le président en exercice de la SADC et président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Christophe Mbosoko Diampouanga, a retenu 2 points essentiels lors de la lecture du rapport de fin mandat de son prédécesseur Esperança Francisco du Mozambique. Il s'est engagé à explorer de nouveaux horizons pour atteindre de nouvelles cibles afin de faire progresser les objectifs de ces forums parlementaires de la SADC. La transformation du forum parlementaire régional reste donc notre rêve commun. Brisons les fossés entre nos institutions et nos populations. Jetons les bases solides pour l'avenir, car nous avons une jeunesse dynamique qui n'attend que des projets intégrateurs et mutuellement avantageux. Je déclare clos les travaux du comité exécutif. Au cours même de ces assises, le président en exercice de la SADC et speaker de la Chambre basse du Parlement a annoncé que le sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC prévu en mars 2021 a été renvoyé pour le mois de juin de la même année. Cela permettra de faire des lobbying pour la transformation du forum. Désiré Kachemouana, la tête d'une forte délégation composée de 3 communautés, à savoir Nord Kivu, Sud Kivu et Lituri, était reçu par le président de la Chambre haute du Parlement, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. La paix et le développement de la partie Est étaient au centre de leurs préoccupations. Sandra Nyangitabou. La paix et le développement de la partie Est de la République démocratique du Congo étaient au centre de l'audience que le président du Sénat congolais a accordé à une très forte délégation des 3 communautés de provinces du Nord et Sud Kivu et de l'Ituri. Conduits par Désiré Kachemouana, les membres de ces communautés ont présenté les préoccupations qui émanent de la population de ces 3 provinces, coulées dans un cahier de charges qu'ils ont remis à l'honorable président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Le Sénat congolais étant l'émanation des provinces, le speaker de la Chambre haute du Parlement a promis à ses interlocuteurs de porter leur voix auprès des autres institutions pour que la paix revienne dans cette partie de la République démocratique du Congo touchée depuis plus de 25 ans par la violence qui occasionne des pertes en vies humaines de nos compatriotes. Nous, la démarche était la suivante, était de dire, honorable président, l'institution qui est la vôtre, nous souhaiterons que vous puissiez être le porte-voix des cris de population de l'Est regroupés ici au sein du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri. Et donc, il a été attentif, il nous a écoutés et on lui a fait part de quelques propositions qu'il a promis de pouvoir les porter au plus haut niveau des institutions de la République. Et cela nous a fait chaud au cœur. Donc, pour nous, c'est un grand soulagement déjà de ce qu'on a eu cette grâce, possibilité de le rencontrer et de transmettre notre cahier de charges. L'actualité, c'est aussi la 46e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU tenue à Genève. Les questions liées au vaccin contre le coronavirus ont été évoquées dans cette rencontre où la République démocratique du Congo a pris
également part par le biais du ministre des Droits humains, André Litté Asebea, qui, dans son intervention, a énuméré quelques avancées significatives en matière de droits de l'homme en République démocratique du Congo. Lucie Lavitusenda. Lors de son intervention, le ministre des Droits humains a réitéré l'engagement du gouvernement congolais à faire respecter les droits fondamentaux en dépit des multiples défis auxquels il est confronté en cette période où la planète et la RDC sont frappées des plein fouet depuis plus d'une année par la crise à Covid-19. Lutte contre l'impunité, l'implémentation de la justice transitionnelle, poursuite des réformes et des services de sécurité, abolition de la peine des morts, tels sont du reste les principaux points abordés par Maître André Litté Asebea. Il s'est par la suite apaisanti sur les principales avancées enregistrées par la RDC dans le cadre de la protection des droits de l'homme depuis lors jusqu'à ces jours, avant finalement d'entretenir le Conseil sur le document stratégique dit Plan intégré de mise en œuvre des recommandations des mécanismes régionaux et internationaux des droits de l'homme. Le ministre des Droits humains a également épinglé l'adoption par l'Assemblée nationale des propositions de loi sur les droits des personnes vivant avec handicap et des peuples autochtones. La poursuite du procès engagé contre les auteurs présumés de l'assassinat des 2 experts des Nations Unies et de leurs accompagnateurs congolais. Et au lendemain de sa prestation, Maître André Litté Asebea s'est entretenu toujours à Genève avec l'ambassadeur du Cameroun en Suisse en sa qualité de coordonnateur du groupe africain auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU sur l'agenda prioritaire du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine. Les 2 personnalités ont aussi abordé le plan directeur de l'Union africaine visant à transformer le continent en une puissance mondiale de l'avenir, autrement appelé Agenda 2063. Notez aussi que le ministre d'État en charge de communication et médias, Jolino Makelele, a reçu un prix d'excellence. Les détails dans ces images. Notre retraite, nous avons reçu spirituellement Papa Simon Kimbangu, qui est notre père spirituel. De l'indépendance de notre pays, nous a donné une recommandation de venir féliciter son fils spirituel, son excellence Makelele Zingi Diwa-Povisa. Mais Papa Simon Kimbangu nous a dit allez les féliciter parce que ce ministère-là était un ministère improductif. Mais au bout de 4 mois seulement, malgré le Covid-19, il vient de réaliser plus d'1 million de dollars dans les trésors publics parce qu'il suit l'idéologie de ses pères spirituels. Et c'est son père politique, Kasavubu, qui a fait le modèle de la gestion de la chose publique dans notre pays. C'est un sentiment de satisfaction d'abord et de remerciement. Je remercie les responsables de la communauté qui sont venus reconnaître ce que je suis en train de faire dans ce ministère et surtout sous l'impulsion du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a fait du changement le moteur de son action politique en se disant que le peuple, le salut du peuple doit être le primat de toute politique et en particulier le salut du peuple doit être vraiment ce qui doit guider l'homme politique. Je suis déterminé, c'est la ligne de conduite qui nous a été enseignée par nos devanciers, nos parents, Papa Makelele Zingi, mais lui-même tenant cela de Papa Kasavubu, et dont on a célébré le 52e anniversaire de la mort hier, et de Simon Kimbangu, qui est, comme disent les Kinois, le grand prêtre de notre communauté, ainsi que Kimpavita, qui nous ont montré les exemples et qui ont forgé notre réflexion sur la manière d'être. Au chapitre de la santé, notez que Ebola refait surface en RDC, en Afrique. C'est ce qui a d'ailleurs justifié la tenue en mode visioconférence de la réunion mixte RDC partenaire des Nations Unies, réunion qui a connu la participation du ministre congolais de la Santé, le docteur Eteni Longondo. Plusieurs pays ont marqué leur présence à cette réunion pour renforcer la résilience et la réponse de l'Afrique à Ebola aux menaces sanitaires émergentes, notamment les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la Suisse, la Guinée, la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire.
Depuis son cabinet de travail, le ministre congolais de la Santé, le docteur Etienne Longondo, y a pris part aux côtés de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Mike Hammer, avec plusieurs autres personnalités. Parmi les objectifs poursuivis de cette réunion figurent la menace persistante d'Ebola et la présentation des progrès réalisés dans le renforcement des capacités de sécurité sanitaire en Afrique de l'Ouest et dans la région des Grands Lacs depuis 2014. Le ministre de la Santé a brossé le tableau de la maladie à virus Ebola, République démocratique du Congo, qui est à sa 12e épidémie. En dehors de la maladie à virus Ebola, le pays a connu et connaît plusieurs autres épidémies comme la rougeole, le choléra, la peste, poliomyélite, sans oublier la pandémie de la Covid-19. Tant d'urgences sanitaires qui mettent à rude épreuve notre système de santé déjà confronté à plusieurs défis. Cette réunion de haut niveau est une opportunité pour le partage des leçons apprises dans la gestion des épidémies et de menaces sanitaires émergentes et réémergentes. Aussi, l'initiative de cette rencontre est une occasion qui nous est offerte pour renforcer notre collaboration pour une meilleure synergie d'action. Les résultats attendus de ces travaux, l'engagement des pays touchés voisins à risque à poursuivre les efforts de préparation transfrontalière, de partager les données et la mise en réseau des laboratoires avec orientation des échantillons. Entre-temps, la clinique présidentielle de l'Union africaine et la Fédération congolaise de football association viennent de bénéficier d'un lot de kits sanitaires pour lutter contre la Covid-19, ce dont porte la marque du révérend Dominique Mukanyawa-Banza, coordonnateur du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. La lourde mission qui est de protéger et de sensibiliser la population dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 en République démocratique du Congo, les coordonnateurs du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, le révérend Dominique Mukanyawa-Banza, accompagné d'une forte délégation, ont remis un lot important de matériel servant à la lutte contre cette pandémie à la clinique présidentielle de l'Union africaine. C'est le général-major Joseph Kangoudia Mbaya qui a réceptionné ces lots de matériel venant du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. C'est quelque part aussi la reconnaissance du rôle que joue la clinique dans la prise en charge et dans la gestion de cette pandémie. Et elle est dans le cadre d'un appui, bien que substantiel, mais très efficace sur le plan logistique, dans la prise en charge, le diagnostic, même la gestion de la pandémie de coronavirus. Après les cliniques présidentielles de l'Union africaine, la délégation du Fonds national de solidarité contre le coronavirus est allée visiter les sièges de la Fédération congolaise de football où le révérend Dominique Mukanyawa-Banza a remis de matériel. C'était en présence du secrétaire général de cette fédération belge, Situatala. Bien avant cela, le Fonds national a doté à l'équipe nationale des kits médicaux complets lors du championnat ainsi qu'aux 4 clubs congolais qui étaient alignés à la compétition africaine. Nous allons également prendre des dispositions et des préventifs par rapport aux tests rapides qui peuvent se faire en amont par rapport aux tests qui se feront en déplacement. Il s'y est de noter que cette visite entre dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la lutte contre cette pandémie en République démocratique du Congo. Je le disais tantôt à l'ouverture de ces journaux, toute forme de violence faite à la jeune fille écolière doivent être dénoncées. 49 55 55, c'est la ligne verte mise à sa disposition. Et ce grâce à l'ONG Congo Label en collaboration avec l'UNFPA qui vient d'organiser une journée de sensibilisation en la matière. Joël Makela pour le reportage. L'UNFPA, le ministère du Genre, en collaboration avec l'ONG Congo Label, ont marqué la clôture du mois de la femme avec des sensibilisations sur la ligne verte pour les enfants et les femmes adultes. À l'école EP3 Lemba Sud, la ligne verte 49555 a été mise à la disposition des jeunes filles pour qu'en cas de violence, qu'elles puissent joindre facilement les instances judiciaires appelées cliniques juridiques. Procédure simplifiée et rapide pour dénoncer toutes les formes de violence faites aux jeunes filles.
Nous sommes venus dans cette école primaire pour dire aux élèves et aux enseignants qu'il y a des numéros qui sont mis en place pour pouvoir appeler. Et ces numéros-là, c'est pour assister toutes les victimes de viols, agressions sexuelles ou physiques. Vous pouvez vous rendre dans une clinique juridique. Cette clinique juridique vous assiste, vous oriente, vous donne un avocat, un officier de police judiciaire qui va vous écouter, qui va vous orienter et amener le dossier même jusqu'au parquet ou au tribunal. Changement de décor, la présidente de l'ASBEL, Congo Label, Chantal Via, s'est rendue dans la grande salle de la paroisse Saint-Benoît de Lemba pour sensibiliser cette fois-ci les femmes adultes sur leur ligne verte qui est le 122. En tout cas, cette sensibilisation vient à point nommé parce que beaucoup parmi nous n'avaient pas cette information. Nous ne connaissons pas nos droits. Nous nous réjouissons de ce numéro 122 pour dénoncer ces différentes formes de violence. Le mode de perception de la violence n'étant pas le même chez la jeune fille que chez la femme. Le 43e conseil de gouvernance de l'Association pour le bien-être familial et naissance désirable s'est ouvert aujourd'hui, samedi 27 mars, et portera sur l'évaluation de l'action 18 mois après la mise en place du nouveau comité, nous dit Edith Chela. L'Association pour le bien-être familial naissance désirable, en sigle ABFND, a tenu au cours de ses assises à s'auto-évaluer et mesurer l'efficacité des actions qu'elle mène. Ce 43e conseil de gouvernance qui réunit tous les volontaires qui les composent, avec pour thème ABFND, leader de la santé sexuelle et de la reproduction en RDC à l'ère de la Covid-19, est l'occasion de saluer la contribution de l'association à l'amélioration des indicateurs en santé sexuelle de reproduction et planning familial et à l'atteinte des objectifs du plan stratégique multisectoriel de la planification familiale en RDC. Le président Pierre Mbela de l'ABFND s'est félicité malgré le contexte difficile de 2020 avec le coronavirus. Les volontaires se réunissent pour analyser les grands risques qui peuvent impacter la mise en œuvre et la gestion de l'organisation. En 2023, nous allons fêter notre cinquantenaire et nous sommes la plus vieille des organisations qui militent pour la promotion des droits à la santé sexuelle et reproductive. Des changements sont attendus à la BFND car la Fédération internationale pour la planification familiale est en pleine mutation. Au niveau national, la BFND œuvre dans 10 provinces dans la promotion des droits sexuels et reproductifs avec un accent sur la planification familiale. Le mois de mars, mois dédié à la femme, tend vers sa fin. Dans ces contextes, les épouses de militaires ont été sensibilisées sur l'entrepreneuriat. Bernadette Tshisekedi, actrice de développement, a procédé à cet exercice et c'est dans le but de les initier à l'auto-prise en charge. Serge Mata. Conscientiser davantage la femme et l'épouse militaire à contribuer de manière efficiente à la vie ou la survie de sa famille. Tel est l'objectif poursuivi par la Ligue pour le développement des familles militaires, l'IDEFAM, avec le concours des services d'éducation civique, patriotique et d'action des FARDC, CK-FARDC. Une manière d'adhérer à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axée sur la création des richesses ou l'entrepreneuriat. C'est ce qui justifie la tenue de la matinée des réflexions organisée ce samedi 27 mars 2021 au camp lieutenant-colonel Kokolo, à l'occasion de la clôture du mois dédié aux droits des femmes. Parmi les intervenantes qui se sont succédées à la tribune, l'on pouvait citer Madame Kadima Tshisekedi Bernadette, actrice de développement. Cette dernière a incité la femme à initier les activités génératrices de revenus susceptibles de permettre aux familles de nouer les débuts du mois. Pour que la maman soit autonome, la maman doit être consciente de ce qu'elle est. Si elle n'est pas consciente, même l'entrepreneuriat que nous sommes en train d'apprendre, ça ne servira à rien. Donc la maman doit être consciente de ce qu'elle est, de ce qu'elle veut faire, de ce qu'elle projette être dans l'avenir. Je demande seulement à la maman de se prendre en charge. La femme peut faire la transformation des aliments. Comme on a vu là-bas, ils ont transformé les piments, ils ont transformé les gingembres. Donc la femme, il faut l'encadrer, il faut la soutenir. Je crois que si le gouvernement ou les gens qui ont quelque chose, ils peuvent les soutenir, ils peuvent aider le développement du pays.
Merci. Merci. Ce ne sont donc pas les opportunités qui manquent pour l'éclosion du sens d'entrepreneuriat chez la femme en général et à l'épouse militaire en particulier, comme le décrit si bien les thèmes de cette séance de réflexion qui est l'entrepreneuriat pour une bonne autoprise en charge des dépendants des militaires. Quittons la femme pour parler science. Vous devez savoir que la République démocratique du Congo a désormais une académie congolaise de sciences. Son lancement a eu lieu hier, vendredi 26 mars, sous la direction du professeur Jean-Jacques Mouyembe. Présent à cette cérémonie, le ministre de la Recherche scientifique, José Panda, a encouragé les hommes de sciences à jouer pleinement leur rôle pour le développement de la RDC. La richesse d'un pays ne se mesure pas par son sol et son sous-sol, plutôt par la quantité et la qualité de sa matière grise. Et cette matière se trouve dans les scientifiques du pays. Ce qui justifie le lancement ce 26 mars 2021 de l'Académie congolaise de sciences. Un outil de développement sur lequel le pays peut compter avec une mission patriotique. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tonfoum, président de l'Académie, a lancé un appel au pouvoir public à soutenir ce projet par de moyens nécessaires pour son fonctionnement. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ici représenté, vous êtes le protecteur de l'Académie congolaise des sciences. Nous vous prions de la soutenir pour qu'elle grandisse et soit au service de la nation en travaillant dans l'honneur et la dignité avec d'autres académies dans le monde. José Panda Kabangu, ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, présent dans cette cérémonie comme ministre des tutelles, a encouragé les hommes de science à jouer son rôle scientifique national reconnu sur le plan international. Le développement de la République démocratique du Congo ne saura avoir lieu sans l'absence de stratégies fouillées et fondées sur les résultats de la science, de la technologie et de l'innovation. L'Académie congolaise des sciences est également appelée à participer à l'actualisation et à la numérisation du répertoire des chercheurs congolais, à canaliser l'apport des sciences et technologies pour permettre aux décideurs d'élaborer et d'appliquer des politiques susceptibles d'induire le développement du pays et de bien-être collectif. Représentant personnel du chef de l'État à cette cérémonie, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État, le professeur Désiré Eberande Cachemire, a remis les diplômes de mérite aux professeurs fondateurs membres de la COS. Ils viennent de faire leur choix politique. Il s'agit là de députés provinciaux de l'espace Grand Bandundu qui ont adhéré massivement à l'Union sacrée en signant les actes d'engagement. Ils se disent prêts à accompagner le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce n'est ni très tôt ni trop tard. Le moment, celui-ci, est venu à temps pour cette battue politique menée par le cadre de l'Union sacrée en vue d'obtenir la majorité, sinon toute la majorité, dans les assemblées provinciales de l'espace le Grand Bandundu. Entendez la province du Kwango, la province de Maïndombe et le Kwilu. Dans la jonction, c'est Laurent Batumona de FPAU qui a fait entendre raison aux députés provinciaux qui ont apprécié la vision du chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision qui ouvre autant de perspectives économiques, sociales et politiques s'entend. L'Union sacrée fait bon écho dans la contrée du Grand Bandundu et c'est de bon ton que l'on s'y adhère. Yezu Kitenge, au conseiller du président de la République, déjà très sollicité par la classe politique, les associations, les organisations non gouvernementales, venaient à recevoir les caucus de députés provinciaux des 3 provinces du Bandundu. Une chose importante, s'offrir des actes d'adhésion de l'Union sacrée. Ceci devient un engagement pour accompagner le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ce qu'il mène pour restaurer les Congolais, eux et leurs droits. Les actes ont été pris et signés, et même cette belle photo de famille qui a marqué l'événement, photo témoin dirait quelqu'un. Le cordon du caucus Jean Rombo Mongwele n'a pas tari de loge cette vision du président de la République et les députés provinciaux du Grand Bandundu rentrent chez eux en moissonneur.
La SNEL déterminée à desservir le courant électrique de manière équitable sur toute l'étendue du territoire national. La ligne Zongo D de Kinsuka est presque en phase terminale. Le DG a effectué une descente sur le terrain pour évaluer les niveaux d'avancement de travaux aux alentours du point de chute à Kinsuka. Edith Chala. Les explications claires avaient déjà été données au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui effectuait une visite à Zongo 2. Les lignes devaient partir de là pour apporter le courant électrique à Kinshasa. Depuis, le directeur général de SNEL SA, Jean Bosco Kayombo, n'a pas dormi sur ses lauriers. Les équipes sur le terrain et les contractants se sont mobilisés afin que le délai soit tenu. 64 km, dont 60, sont dans le Congo central et 4 seulement à Kinshasa, et précisément à Kinsuka. Alors que les travaux ont atteint leur phase finale, le directeur général est descendu sur le terrain pour évaluer l'état de leur avancement. En décembre 2019, nous avions accompagné le chef de l'État qui était en visite à Zongo. Et nous avons visité Zongo 2 et nous lui avions montré là où partirait la ligne qui viendra vers Kinshasa. Donc c'est cette ligne dont la construction a commencé, que nous sommes en train de finaliser. Et nous faisons une course contre la montre parce que le financement qui avait été donné devait expirer l'année passée, mais on a fait une prolongation pour nous permettre de terminer la ligne. Il y a une difficulté qu'il faudrait en urgence surmonter, c'est celle liée aux constructions anarchiques sur la servitude. Des gens qui savaient bien que les lignes de SNEL devaient passer par là, mais qui se sont tout de même obstinés. Ouf de soulagement pour la population de Mbuji-Mayi qui va être bientôt desservie en eau potable. Des études géotechniques menées par des experts du Fonds de promotion de l'industrie ont abouti à la construction d'une usine d'eau potable dans cette partie du pays, nous dit Guy Blaskitiki. Bientôt, la population du Kasaï oriental et principalement la ville de Mbuji-Mayi ainsi que les environs bénéficieront d'une usine de traitement d'eau potable qui va être érigée à la rivière Lukelenge. Pour preuve, avant le lancement des travaux, une étude géotechnique s'est faite pour permettre de connaître les propriétés du sol, sa résistance, ses propriétés sismiques et mécaniques, sa masse volumique, sa capacité d'écoulement et de pénétration. Une délégation composée des ingénieurs du bureau Kosovo Grant International Group, des experts locaux ainsi qu'une délégation du Fonds de promotion de l'industrie a travaillé d'arrache-pied afin d'obtenir des résultats probants. Un atelier de forage a été installé sur le site et a permis de recueillir des échantillons pour une étude approfondie au laboratoire de l'université de Mbuji-Mayi. Ici sera érigée l'usine de traitement d'eau qui pourrait servir cette contrée et servir aussi la ville de Mbuji-Mayi. Les études techniques approfondies ont été finalisées, mais lors des négociations, on s'est rendu compte qu'il y avait une étude importante qui n'était pas finalisée, c'est la géotechnique. Et là, nous sommes avec le partenaire des Grandi Group qui sont responsables de cette étude. Ça va être sous-traité à des niveaux avec l'entreprise de forage qui va faire le sondage, COBEX, et les analyses vont être menées localement par l'université de Mbuji-Mayi. Nous avons ici le professeur de l'université de Mbuji-Mayi, Jean Chimatou, qui sera techniquement responsable de livrer les rapports de cette étude. Mais vous allez voir aussi, nous sommes avec les services des cadastres, c'était pour finaliser la limitation des sites. Mais on ne pouvait pas limiter la site sans que nous puissions avoir les repères par GPS donnés par nos partenaires des Grandi Group. C'est le travail que nous sommes en train de faire sur le site. Mais là, vous êtes en train aussi de suivre les travaux de forage qui viennent de commencer. Le projet de construction de l'usine de traitement d'eau de Lukelenge au Kasaï oriental par le Fonds de promotion de l'industrie s'inscrit dans le cadre du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté. Le Fonds de promotion de l'industrie est sur plusieurs projets dans le Grand Kasaï. L'inspection générale de finances, UGF, s'engage à accompagner les provinces dans la matérialisation de la chaîne de dépenses. La question était au centre de discussion entre le gouverneur du Haut-Katanga et l'inspecteur général de finances, Cédric Kenina. Un échange qui fait suite
à la dernière conférence de gouverneurs autour du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi et qui a tourné autour de la gestion de la chaîne de la dépense provinciale. Dans la pratique, il a été recommandé aux provinces de matérialiser avec l'inspection générale des finances la chaîne de la dépense provinciale pour plus d'efficience et transparence dans la gestion des finances publiques. Le Haut-Katanga, à travers son chef de l'exécutif provincial, Jacques Kabula Katoué, fait les premiers pas pour évoquer les sujets avec l'inspecteur général des finances, Jules Alinguete. C'est un processus que nous avions commencé depuis l'année passée à la demande de la province du Haut-Katanga. L'inspection générale des finances est allée à Lubumbashi pour encadrer les services provinciaux chargés de la mobilisation de la recette et examiner la possibilité de mettre en place une chaîne de la dépense. Ce processus est arrivé à la fin. Voilà pourquoi la population haut-katangaise et la population congolaise tout en général voudrait voir la gestion de finances publiques assainie et voudrait voir aussi l'efficacité du gouvernement provincial dans tout ce que nous avons comme projection budgétaire et combien nous réalisons, combien nous affectons à des différentes tâches et la population a besoin de voir les résultats sur terrain. Déjà en amont, l'IGF avait délégué une mission d'encadrement des recettes dans le Haut-Katanga et la finalité serait d'instaurer plus de rigueur dans la mobilisation des recettes dues au trésor public. Et nous allons boucler cette édition du journal par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI qui a signé un partenariat avec la structure correspondante de la Tunisie. C'est une avancée importante dans le partage d'expériences pour l'amélioration du climat des affaires, nous dit Edith Chala. La diplomatie économique peut être un levier important dans l'amélioration locale du climat des affaires. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI en sigle, Anthony Kinzo Kamole, y croit fermement. C'est ce qu'on lit entre les lignes dans la signature du contrat de partenariat qu'il a signé avec son collègue tunisien. Ceci dans la suite du forum congolo-tunisien, le 3e du genre. Je donne une certaine valeur à une diplomatie économique qui devrait s'installer et qui devrait être une vraie politique qui s'installe déjà avec ce que son Excellence Monsieur le Président de la République prône et le ministère des Affaires étrangères prône. Deuxièmement, nous venons de signer ce partenariat avec l'agence foncière industrielle avec mon collègue Cheikh à l'issue du forum tuniso-congolais. C'est un 3e forum. Et l'avantage que nous avons avec ce 3e forum, c'est qu'aujourd'hui, on le concrétise par un autre engagement. Certes, il y a déjà d'autres engagements qui ont été faits avec le secteur privé et d'autres opérateurs économiques au niveau de l'Afrique, mais ici, c'est un engagement d'État à État, en ce que nous sommes une structure étatique, nous, Agence nationale pour la promotion des investissements, et l'Agence foncière industrielle, qui est aussi une structure étatique. On est convaincus que la réalité, c'est l'Afrique. On doit collaborer, on doit aboutir. Donc, c'est des relations, bien sûr, très importantes sur lesquelles on doit bâtir. Et c'est important parce qu'on doit s'entraider par rapport à ça. Certes, nous aussi, on a des difficultés dans certains secteurs, vous aussi, donc il faut donc se mettre ensemble pour pouvoir avancer. Les échanges qui découleront de ce partenariat permettront à la République démocratique du Congo de peaufiner sa stratégie et en assurer la flexibilité afin de promouvoir à tout point de vue l'investissement dans le pays. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'attention particulière que vous avez bien voulu accorder à ce journal. Bonsoir et bon week-end chez vous.